Mesdames et messieurs les participants, messieurs et mesdames les panélistes, chers invités, le premier panel de la deuxième journée de ce forum traite d'une question aussi importante que celles qui l'ont été hier. En effet, l'exploitation des mines est considérée comme l'un des piliers du développement du Congo. Les politiques publiques qui accordent une place de choix dans l'exploitation minière ont cependant besoin d'un apport conséquent des partenaires financiers. Pour donc permettre aux différentes entreprises opérant dans le secteur minier de tirer de son sous-sol les polymétaux, le fer, la potasse, l'or et le diamant dont il regorge, le Congo doit attirer ces entreprises en leur proposant des dispositifs rassurants et bénéfiques. Donc, pour traiter de la question et bénéficier de toutes les lumières possibles, je m'en vais donc appeler ceux qui composent ce panel. Je commence par Monsieur Elenga Hilaire, les maîtres de conférence à l'Université Mariangwabi, conseiller au contrôle et suivi des sociétés et groupements miniers du ministre d'État, ministre des Industries minières et de la Géologie. Il est également directeur général du Centre de recherche géologique et minière. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, Monsieur Hilaire Elenga. Je crois qu'il faut se mettre au milieu. Merci. Je voudrais également préciser que M. Hilaire représente le ministre d'État Pierre Auba. Donc, en gros, c'est lui qui représente le gouvernement. Après M. Hilaire, je m'en vais appeler M. Paul Obambi, qui est président directeur général de SAPRO, sous vos applaudissements. J'appelle également M. Florent Lager, il est administrateur adjoint de MPD, il est également secrétaire général. Il est également président de la Fédération des mines et administrateur adjoint de MPD, comme je venais de le dire. Monsieur Lager, sous vos applaudissements, pardon. Et pour boucler la boucle, j'appelle donc Monsieur Jean-Claude Bassonama Mwanda. Il est de la Sorémie. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Comme l'a dit Brenda tout à l'heure, nous avons déjà assez perdu de temps. Aujourd'hui, on a 5 panels. Ça veut dire qu'on devrait s'en tenir vraiment au temps. Et chaque panéliste a en gros 10 minutes, si on peut s'en tenir. Comme ça, avec l'échange avec le public, ça nous permettra de gagner du temps et de rester également dans les temps. Alors, ceci dit, je vais donc introduire Monsieur Hilaire Elenga, qui lui représente le gouvernement. Monsieur Hilaire, est-ce que vous, en tant que représentant du gouvernement, vous pouvez nous balayer comme ça à l'horizon en nous parlant un peu de la politique minière du Congo, également nous dire si l'arsenal juridique mis en place permet d'attirer les investisseurs. Bonjour à tous. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, mesdames et messieurs les participants. C'est un immense honneur pour moi de représenter ici le ministre d'État, ministre des Industries minières et de la Géologie, pour vous livrer les éléments de gouvernance du secteur des mines solides
éléments qui devraient donc permettre d'éclairer les potentiels partenaires, puisque ces éléments devraient pouvoir leur dire dans quelles conditions s'exerce l'activité minière dans notre pays. Mais avant tout, je voudrais d'abord, au nom de Monsieur le ministre d'État, associer ma voix à celle de ceux qui ont précédé pour remercier, sinon féliciter, Monsieur le ministre de la Coopération internationale pour la perspicacité et le dévouement dont il fait montre pour animer ce département depuis qu'il a sa charge. L'exploitation des mines comme pilier du développement et en rapport avec notre activité, je peux d'ores et déjà dire que le secteur minier est le premier modèle où s'exerce avec beaucoup de succès le partenariat public-privé. En effet, comme le prévoient les dispositions du Code minier, qui est la référence par laquelle s'exerce l'activité minière, l'État joue essentiellement un rôle de régulateur et toutes les opérations minières sont menées par les partenaires privés. Conformément aux dispositions de ce code, l'État n'est que porteur de 10% des actions des sociétés, ce qui fait que les opérateurs sont entièrement responsables de la mise en place du secteur minier dans notre pays. Bien entendu, comme je l'ai dit, sous le contrôle de l'État. Avant de vous livrer dans quelles conditions travaille ou s'effectue le partenariat entre l'État et les opérateurs, je vais vous donner quelques éléments du potentiel minier de notre pays. Notre pays a connu des premières recherches géologiques dans les années 1860-1870 et ces premières recherches ont révélé quelques indices de fer, de potasse, d'or. C'est beaucoup plus tard que les recherches approfondies ont abouti à la mise en place de la première exploitation minière dans notre pays, qui était donc les potasses de Hall, et plus tard à la mise en place de l'exploitation des polymétaux amphibes. Nous ne reviendrons pas sur les conditions dans lesquelles ces sociétés ont fermé. Tout est-il que c'est au cours surtout des 20 dernières années qu'avec le nouveau code minier que le gouvernement a voulu attractif, que de nombreux opérateurs ont fait évoluer ces indices en véritables gisements, après avoir consenti des investissements importants. Et donc aujourd'hui, notre pays dispose de réserves connues de fer dans la partie nord-ouest du pays, avec les gisements de Badondo, d'Avuma et de Nabemba. Dans la partie sud-ouest, avec les gisements de Zanaga, de Mayoko, il y a 2 gisements importants, peut-être un troisième qui sera mis en valeur par la société Sapro, le PDG nous en parlera tout à l'heure. Nous avons aussi sur la côte, sur la plaine côtière, nous avons des gisements importants de potasse. Nous avons également un gisement important de phosphate. Nous avons dans d'autres régions comme la Bwenza, ce que nous appelle les polymétaux, dont un des gisements est actuellement en exploitation. Le représentant de la société est ici, il pourra nous en dire davantage. Et tout ceci ne représente que 30% de la connaissance géologique et minière de notre pays. Donc c'est de dire si le potentiel est encore important à découvrir, puisqu'on sait qu'il y a des indices de lithium, d'uranium, de terres rares,
mais il faut accentuer l'activité de recherche pour pouvoir évaluer si ces indices peuvent être se transformer donc en gisements économiquement rentables pour en faire donc encore des projets évolués. À part ces gisements importants, on peut citer donc d'autres minéraux comme l'or, le diamant, la cassitérite, les argiles, les granites, qui sont surtout exploités de façon semi-artisanale dans ce que l'on appelle la petite mine. La mise en valeur de tous ces gisements a été évaluée pour l'instant autour de 40 milliards de dollars. Quand je dis de la mise en valeur, ça comprend la mise en place de toutes les infrastructures de transport, l'énergie. Nous allons revenir tout à l'heure lorsque nous parlerons des difficultés que rencontre le domaine. Alors, dans quel environnement évolue le partenariat entre l'État et nos partenaires qui ont investi dans les mines solides? Donc, conformément au code minier, comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà la réduction de la participation de l'État à 10% a été un élément important et déterminant parce que dans les codes passés, la participation de l'État pouvait remonter jusqu'à 35%, ce qui était très dissuasif pour les partenaires privés quand on sait que dans la plupart des cas, l'État n'était pas capable de soutenir de tels pourcentages. Le deuxième élément important, c'est que le gouvernement congolais a décidé, avec l'accord des sociétés, de transformer les conventions qui sont signées entre l'État et les partenaires. Ces conventions sont érigées en loi. Ces conventions passent à l'Assemblée, passent au Sénat et sont promulguées par le président de la République comme loi. C'est une dimension importante auprès de nos partenaires parce qu'il s'agit de sécuriser les investissements. Et c'est d'ailleurs ce qui a permis, jusqu'à présent, malgré les difficultés que les matières premières ont eues, ce qui a permis que la plupart des sociétés ont continué à exercer leurs activités parce que leurs investissements étaient sécurisés. La troisième dimension qui explique également les bons rapports entre l'État et nos partenaires, ce sont les dispositions fiscalo-douanières. Le ministre des Finances en a parlé hier. Donc, qu'il s'agisse du Code des investissements, du Code des impôts, du Code des douanes. Les dispositifs contenus dans ces textes permettent également à nos partenaires d'être confiants dans leur activité dans notre pays. Cependant, quelques difficultés existent puisque le commun des mortels entend toujours que des permis ont été attribués à des sociétés, mais on attend toujours l'entrée en production. L'entrée en production est actuellement soumise à deux difficultés majeures. La première difficulté, mes partenaires vont en parler tout à l'heure, c'est l'absence d'infrastructures de transport et d'évacuation des minéraux. Les voies de transport, il s'agit des routes, des voies ferrées et surtout du port minéralier. Je me réjouis que le ministre de la Coopération internationale nous a informé hier qu'un partenaire aurait été trouvé pour la construction du port minéralier. C'est une des conditions sine qua non pour que l'activité minière puisse se dérouler normalement. Donc, on a les voies de communication qui sont complètement déficientes et qui constituent donc un vrai goulot d'étranglement pour l'activité minière. La deuxième difficulté que rencontrent nos partenaires, c'est l'offre énergétique qui est très faible. Au stade actuel, les sociétés minières estiment autour de 1000 mégas les besoins en énergie. Si ma mémoire est bonne, je crois que la production nationale est actuellement de 600 mégas,
Donc, les sociétés minières auraient besoin du double de notre production énergétique actuelle. Parce que l'activité minière est très, très dévoratrice d'énergie depuis la phase d'extraction, la phase de transformation. Toutes ces phases sont des grandes phases de consommation d'énergie. Donc ça, ce sont les deux difficultés majeures que rencontrent nos partenaires. Mais autrement, les autres difficultés sont des difficultés mineures de fonctionnement que l'on peut éventuellement arriver à résoudre, mais de façon précise pour que nos partenaires arrivent à exercer leur activité sans problème. Nous devons donc résoudre le problème des voies de communication et d'évacuation et les problèmes d'énergie. Mais de la part du gouvernement, du côté du gouvernement, toutes les mesures qui ont été prises, tous les textes législatifs qui existent permettent à nos partenaires d'exercer leur activité de façon saine. Et comme vous le savez, on a très peu de problèmes avec nos partenaires. Sinon, ils seraient régulièrement en train de solliciter des avenants de leurs conventions. Donc, ils ont une législature qui est très bonne, qui leur permet d'exercer leur activité sans problème. Et donc, encore une fois, les mines solides constituent un des meilleurs exemples de partenariat public-privé dans notre pays. Voilà donc, monsieur le modérateur, à ce stade de nos échanges, ce que je pouvais dire sur les... Monsieur le directeur général, est-ce que vous avez parlé des difficultés majeures, les transports, l'électricité? Est-ce que toutes ces sociétés qui opèrent au Congo sont logées à la même enseigne en ce qui concerne ces difficultés? Oui, oui, la difficulté, il n'y a pas que les sociétés. En réalité, si on parle par exemple d'énergie, le déficit énergétique, il est même pour les citoyens, donc ça c'est connu. Donc pire encore pour les sociétés, oui, toutes les sociétés sont logées à la même enseigne. La société Soremi a dû installer un transformateur sur son site pour pouvoir exercer son activité actuellement. Mais toutes les sociétés ont des difficultés. Comme vous le savez, généralement, les mines ne sont pas localisées en ville, donc sont situées quand même dans des zones très isolées. Donc, les difficultés que j'ai évoquées ici se posent quasiment à toutes les sociétés. Merci beaucoup, monsieur le DG. On aura le temps de revenir à vous, d'autant plus que le public aura son tour. Nous allons passer à monsieur Paul Obambi, qui est le président directeur général de SAPRO. Alors, monsieur Hilaire Elenga, qui représente le gouvernement ici, nous fait état des difficultés majeures qui font que l'activité minière au Congo ne puisse pas aller à la vitesse souhaitée. Mais vous, SAPRO, vous venez quand même dans un monde qui est déjà assez difficile à investir. Alors, quelles sont les motivations? Qu'est-ce qui vous a poussé à aller investir dans un domaine qui n'est pas du tout repos? Merci, monsieur le modérateur. Je voudrais ici féliciter et remercier le gouvernement pour avoir créé enfin ce cadre d'échange et d'avoir pensé à la création du ministère de la Coopération en charge du partenariat public-privé. C'est une très, très grande avancée et je tiens donc à saluer ici vous, mesdames et messieurs, qui êtes venus participer à ce forum. En ce qui concerne votre question, le groupe SAPRO a saisi une opportunité. Je dirais en quelques mots, nous avons participé à un appel d'offres international qui a été lancé par le groupe Exaro, qui est une société sud-africaine, numéro 1 dans le charbon en Afrique du Sud, qui pour sa diversification et ayant rencontré beaucoup de difficultés au Congo, a décidé de lancer un appel d'offres coordonné par des sociétés bancaires et particulièrement par le KPMG. Et nous avons participé à cet appel d'offres. Notre offre a été retenue parmi celles
des grands producteurs de fer au monde. Et c'est là que commence l'aventure de Sapro Mayoko. Nous sommes arrivés à une étape de fin de recherche et nous avons approfondi la partie exploration et nous avons pu, dans un délai assez court, arriver à la production de fer de Mayoko. Ainsi, nous avons lancé les premières cargaisons dans les difficultés parce que M. Hilaire Elenga, le professeur Hilaire Elenga l'a si bien dit, la grande difficulté, ce sont les infrastructures. En ce qui concerne Sapro Mayoko, nous avons fait l'exploit, avec l'appui du gouvernement, l'appui de CFCO, pour faire passer les premiers trains et charger notre minerai et l'expédier en Chine. Mesdames, Messieurs, je parlerai de notre mine. Nous avons une mine qui est située à Mayoko, donc vers la frontière de Gabon, avec une réserve de 1,5 milliard de tonnes, une teneur de 65%. Pour vous donner une idée, cette teneur de 65% fait partie de ce qu'on appelle dans le jargon les premiums. Nous avons un fer de très très bonne qualité, sinon de meilleure qualité au monde. Et nous avons des réserves qu'il faut pour que notre pays devienne un pays de référence dans le monde. Par notre potentiel minier fer, nous pourrons, sans complexe, arriver au niveau des pays comme l'Australie, étalonner des pays comme le Brésil. Ce potentiel existe. Monsieur le directeur général Elenga nous en a reparlé tout à l'heure. Le groupe Sapro a réussi aussi l'exploit d'avoir signé un contrat off-take, c'est-à-dire un contrat commercial, avec le numéro 1 au monde, qui est Glencore. Glencore, certainement que vous connaissez dans la partie pétrolière, mais Glencore a une grande branche minière, fer. Donc ce contrat off-take de 15 millions de tonnes, pour vous donner toujours une idée, pour que nous soyons un peu plus proches de la réalité dans cette salle, à 15 millions de tonnes par an, une société congolaise comme Sapro est capable d'avoir un chiffre d'affaires équivalent à celui du budget de la République du Congo. C'est pas rien. Ce retour de recettes irait, pour une part, améliorer la qualité des recettes de notre budget, pour d'autre part, faire des profits. Et les difficultés commencent par les infrastructures, et particulièrement l'infrastructure ferroviaire. Et ensuite, la solution vient d'être trouvée sur l'infrastructure portière. Si ces difficultés sont levées, je pense que nous pouvons extraire et évacuer facilement les quantités de fer qui sont en stock aujourd'hui à Mayoko. Pour trouver des solutions idoines, nous avions envisagé, en plus de la réhabilitation du chemin de fer Mombelo-Mbinda, la construction d'un nouveau chemin de fer. Car le chemin de fer Congo-Océan est pas très loin des 80 ans. Les technologies en la matière ont évolué en termes du numérique, en termes de wagons et surtout dans l'écartement. Notre chemin de fer est d'un écartement ancien, donc réduit les rendements. Nous, comme les autres miniers, nous ne sommes pas en marge de cette difficulté logistique, mais qui, au cours de ce forum, certainement trouveront aussi des solutions grâce à nos échanges. Les difficultés que nous avons, en plus de la partie logistique, concernent aussi
la partie financement. Le secteur minier, c'est un secteur qui nécessite des fonds importants à lever, mais des fonds à long terme. Le secteur bancaire actuel au Congo, en dehors de la BDAC, qui essaye de faire ce qu'il peut, n'a pas les capacités de nous accompagner. Mais ces capacités sont structurelles, donc il est nécessaire que nos banques puissent avoir les moyens, par leur actionnariat, mais aussi par l'évolution de la réglementation bancaire, pour qu'elles puissent intervenir sur le secteur minier. Ceci est nécessaire parce que si nous continuons à lever les fonds à l'extérieur, notre pays n'aura pas les meilleurs bénéfices de ce secteur. Monsieur le PDG, je voudrais quand même revenir un peu sur ce que vous êtes en train de dire. Vous nous parlez des difficultés qui sont les vôtres. Est-ce que vous ne trouvez pas que si ces difficultés-là demeurent, les banques vont devenir hésitantes parce qu'elles peuvent bien financer votre activité, mais en retour, tant que ces difficultés-là ne seront pas résolues, est-ce que vous pourrez fonctionner à plein régime? Est-ce que vos contrats, vos mines, tout ce que vous avez découvert ne va pas rester juste une vue de l'esprit? Monsieur le modérateur, les banquiers, dans la répartition de la chaîne de valeur des responsabilités, doivent jouer leur rôle. Ce sont les banques qui doivent financer la levée des difficultés. Il faut quitter le principe où c'est l'État qui doit venir le faire. Ce sont les banques qui doivent jouer ce rôle, organiser la levée de fonds avec les entreprises pour lever les difficultés. Elles ne sont pas nombreuses, ne nous inquiétons pas. Il s'agit simplement de l'énergie. Je crois que c'est dit, il y a des barrages qui se construisent, il y a des appels d'offres qui sont lancés. Il s'agit de chemin de fer. Il suffit de le mettre en concession, en partenariat public-privé. La solution est trouvée avec des bailleurs de fonds en arrière-plan. Il s'agit de ports minéraliers. La question de ports minéraliers, j'insiste devant le gouvernement, quand on parle de ports minéraliers, il faut d'abord qu'il y ait les mines. Parce que quand le bateau accosté, Est-ce que c'est pas l'inverse? Est-ce que si on a des mines, il n'y a pas le port, qu'est-ce qu'on fera avec ces mines? Est-ce que c'est pas l'inverse? Est-ce que c'est pas le port qu'on devrait construire et qui permettra qu'on transporte les mines? Non, c'est pas comme ça. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que le Congo a un port en eau profonde qui est en capacité d'exporter jusqu'à 20 millions, sinon plus de tonnes. En faisant un système de transbordement, nous pouvons aller jusqu'à 100 millions de tonnes. Si nous devons construire les ports minéraliers, il faudrait bien qu'il y ait des aménagements. Ces aménagements peuvent se faire de manière simultanée. La preuve, Soremi exporte, Sapporo exporte avec le port actuel. Mais à terme, il faudrait bien qu'il y ait le port minéralier. Merci beaucoup. Nous avons épuisé notre temps qui est de 10 minutes. J'espère qu'on se comprend parce que, comme je l'ai dit, il faut qu'on reste dans le temps. Alors, nous allons cette fois-ci partir du côté de Monsieur Jean-Claude Bassonama Mwanda. Il est donc de la Sorémie. Alors, Monsieur Jean-Claude, je voudrais savoir quelles sont les activités de la Sorémie et quelles sont les perspectives pour les polymétaux ici au Congo. Merci bien, monsieur le modérateur. Merci également à ceux qui ont organisé ce forum et qui ont bien voulu que la Sorémie arrive à cet endroit pour partager son expérience avec les investisseurs qu'on a invités. La Sorémie est une entreprise de recherche et d'exploitation minière. Elle est basée dans le département de la Bouenza, dans les localités de Fouati et Bokosongo.
L'activité minière principale exercée par la Sorémie se déploie dans le secteur des polymétaux, le cuivre, le zinc et le plomb. La Sorémie, avant de commencer ses activités, a d'abord bénéficié des autorisations de prospection, des autorisations de recherche de la part du gouvernement, puis d'un permis d'exploitation minière signé le 31 mai 2007. Et à partir de ce permis d'exploitation, la Sorémie a fait évoluer son projet en passant en phase de développement. Il faut dire qu'aujourd'hui, dans le secteur minier de la République du Congo, notre entreprise est l'unique pour l'instant qui est arrivée à ce stade. Quand on parle de phase d'exploitation, nous voyons la production, donc l'extraction de produits miniers, puis leur transformation en métaux. À ce jour, la Sorémie dispose depuis 2017 d'une usine de production de cuivre d'une capacité de 15 000 tonnes par an. C'est vrai que ça, c'est la capacité estimative, mais dans les faits, la production oscille entre 12 000 et 15 000 tonnes de cuivre. Il s'agit là pas de concentré de cuivre, mais de produits finis. Donc, vous allez en Fouati, vous retrouverez dans notre pays des cathodes de cuivre que nous exportons vers l'étranger. À côté du cuivre qui est produit, puisque nous sommes dans les polymétaux, la Sorémie a également construit un module, donc une autre usine, de transformation de minerais de zinc d'une capacité annuelle de 12 000 tonnes. Et depuis décembre 2020, l'entreprise a mené des essais métallurgiques qui nous ont permis de construire l'usine et finalement de lancer la production qui officiellement a commencé en mars 2021. Et donc, en ce moment, la Sorémie produit des cathodes de cuivre et de lingots de zinc disponibles en Fouati, bien que c'est destiné à l'exportation. Dans le cadre du développement de son projet, la Sorémie entend également construire une autre usine de transformation de minerais de plomb. Et tous ces minerais que nous exploitons sont situés d'une part à Bokosongo et de l'autre en Fouati. Bokosongo et Fouati sont deux districts voisins et nous opérons dans ces deux districts. Par rapport aux caractéristiques particulières des minerais des différents gisements, nos activités ont commencé en 2017 par l'exploitation minière à Bokosongo. Nous avons exploité 5 principaux gisements. Après quoi, nous sommes venus nous attaquer à Fouati, où on a le plus grand gisement de minerais aujourd'hui, qu'on nomme Yanga Kubenza, où nous sommes en train de travailler en ce moment. On a commencé par Bokosongo parce que la nature des minerais de Bokosongo était très simple. Nous n'avions là-bas que du cuivre. Alors qu'à Yanga Kubenza, en Fouati, nous avons des minerais assez complexes, où vous avez un mélange de cuivre, zinc, plomb. Et donc, l'exploitation est un peu plus compliquée qu'avec les minerais de Bokosongo. Voilà pourquoi on a commencé par là-bas. À ce jour, les gisements économiquement rentables connus de Bokosongo ont été épuisés. Et donc, la Sorémie est en train de travailler pour la remise en état de ces gisements. Mais nous continuons la recherche dans le permis Bokosongo, parce que l'idéal serait de pérenniser la durée de vie de ces usines qui sont en train d'être construites. Et donc, nous recherchons à découvrir des réserves additionnelles à l'intérieur des permis qui nous ont été attribués par le gouvernement. Au même moment, nous poursuivons la production du cuivre à Yanga Kubenza, du zinc et du plomb. Pour que ces activités puissent se dérouler de la sorte, la Sorémie, comme vous le savez, a eu besoin d'un personnel. Et donc, aujourd'hui, la Sorémie a pu créer 950 emplois, directs et indirects, à ce jour, où nous avons à la fois des expatriés et des nationaux. Au même moment, la Sorémie se propose
d'aller plus loin, de faire en sorte que dans la mesure où elle est arrivée en phase d'exploitation, il faut que cette activité puisse également avoir des retombées sur les communautés locales. Et donc, dans le cadre des conventions signées avec le gouvernement, il est prescrit à la SOREMI de faire de telle sorte qu'elle puisse contribuer au développement socio-économique de ces communautés directement impactées par ces activités. Pour que cela paraisse comme un réel succès, la SOREMI ne pouvait pas en arriver là sans la contribution du gouvernement. Et c'est là que j'aimerais beaucoup plus insister pour qu'on retienne l'attention de nos invités, des investisseurs qui sont ici présents, pour que nous puissions montrer à quel point le gouvernement congolais non seulement accompagne, mais arrive même à sécuriser les investissements. Parce que, par exemple, pour la construction de notre usine de cuivre, la SOREMI a investi au total 24 500 000 $. Donc, depuis le début du projet jusqu'à la phase de développement, on a investi 24 500 000 $. C'est énorme. Et donc, on ne viendra pas investir autant d'argent dans un climat où on n'est pas sûr de garantir ces investissements. Nous l'avons entendu, le DG l'a dit, que l'avantage de notre secteur, c'est que l'État est à nos côtés. L'État nous appuie. Aujourd'hui, les conventions d'exploitation minière signées ont été toutes ratifiées par le Parlement. Donc, elles ont pris force de loi. Ce qui fait que, déjà qu'elles ont une durée de 25 ans, renouvelable, les investisseurs ne peuvent pas tergiverser à s'engager dans ce secteur. Rien que pour cela. Au-delà de ces conventions qui nous accordent beaucoup de facilités fiscalo-douanières, qui nous permettent, à nous, par exemple, qui nous ont permis à nous, SOREMI, avec le code additionnel qu'on a signé avec la douane, de faire des enlèvements assez rapides des équipements qui nous ont permis de construire ces usines, puisque, par exemple, l'usine de cuivre a été construite en 18 mois, c'est une durée assez légendaire. 18 mois ont suffi pour qu'on mette en place une usine, mais ça, c'est parce qu'on a bénéficié de l'appui du gouvernement. Et donc, le gouvernement nous assiste, non seulement en ce qui concerne les textes, l'arsenal juridique qui est très propice, très favorable à cette exploitation, mais le gouvernement nous a aussi donné des autorisations par exemple, de domaine environnemental, autorisation d'ouverture sans laquelle on ne pouvait pas lancer ces activités. Le gouvernement a également approuvé notre étude d'impact environnemental et social, sans laquelle également aucune activité ne saurait commencer chez nous. Et le gouvernement nous a également autorisé, ça c'est un peu particulier à la SOREMI, au-delà de toutes les difficultés qui ont été évoquées ici, je pense qu'il faut les relativiser un peu, parce que la situation géographique de SOREMI fait de telle sorte que nous profitions de l'existence du barrage hydroélectrique de Mukukulu. Et donc, la SOREMI s'est connectée à partir de la sous-station de Bouanza, qu'on appelle par EDC Bouanza 2, qui est située à 30 km de là où se trouve notre usine, pour construire une ligne haute tension de 110 kV. À partir de cette ligne, nous avons implanté un transformateur dans l'enceinte de SOREMI d'une capacité de 25 000 kVA. Ce qui fait que, excepté quelques ruptures d'électricité, encore que même là, lorsque c'est prévu, EDC nous prévient pour que des dispositions soient prises, puisqu'en appoint, nous avons prévu des générateurs de très grande capacité, les ruptures d'électricité sont assez rares. Ce qui fait que nous opérons dans ce secteur en toute quiétude du point de vue de l'énergie. Merci beaucoup, monsieur. Je n'ai pas fini. Monsieur Bassonama, Oui. nous sommes tenus par le temps et les 10 minutes qui vous ont été données, parce qu'il faut quand même qu'il y ait des relances. J'aimerais au moins évoquer des perspectives tout au moins. Ce que je voudrais savoir, au-delà de votre activité qui, il faut l'avouer, marche assez bien. Alors, quel est l'impact, c'est-à-dire que sur votre environnement immédiat, est-ce que vous pouvez nous donner l'impact que cela fait sur
votre environnement immédiat? Parce que vous avez parlé ici de ce que votre activité devait également profiter à cette communauté. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce profit, de ce que vous avez déjà concrètement fait pour cette communauté? Alors, merci. Mais comme nous sommes tenus par le temps, je vais prendre les points les plus saillants. Que, par exemple, on a pu apporter de l'électricité dans certaines localités, tout au moins celles qui entourent notre usine. Nous avons également construit des écoles, des routes qu'on a réhabilitées, surtout entre Fouati et Bokosongo, puisqu'il fallait transporter le minerai de Bokosongo pour Fouati. Nous avons érigé des forages d'eau dans ces communautés qui sont directement impactées par l'activité de Soremi. Et nous continuons à œuvrer, parce que comme je vous l'ai dit, nous avons une obligation de la part du gouvernement de mettre à la disposition de ces populations un montant de 30 millions par année pour leur permettre de pouvoir exercer ou de pouvoir se développer. Ça s'appelle fonds communautaire. Et ce fonds communautaire est géré par un comité de suivi, de telle sorte que les sous ne soient pas dilapidés, mais qu'ils profitent réellement à l'intérêt de la population. Et donc, la Soremi a quand même une responsabilité sociétale assez directe, qui est assez visible dans ces localités-là, au profit de ces populations. L'eau, les écoles, les routes et l'électricité. C'est que cela. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Claude Je vous en prie. Bassonama Mwanda. Je sais que c'est des choses très, très intéressantes. On aurait voulu rester ici même toute la journée, et malheureusement, nous ne sommes pas le seul panel. Alors, je m'en vais donc passer à Monsieur Lager. Monsieur Lager, qui est président de la Fédération des mines. Il est également administrateur général adjoint de MPD Congo. Monsieur Lager, est-ce que vous pouvez nous parler des activités de MPD et également partager votre expérience dans le secteur des mines? Oui, il faut appuyer. D'accord. Merci, monsieur le modérateur. Mesdames et messieurs, bonjour. Je remercie le gouvernement et principalement le ministère de la Coopération d'avoir organisé cette table ronde aujourd'hui qui permet à la fois à l'État et aux opérateurs d'échanger sur un secteur, je dirais, très important pour la République du Congo, le secteur minier, qui, en termes de chiffres, à terme, devrait certes, peut-être pas égaler le secteur pétrolier, mais en tout cas, horizon 10-15 ans, être une alternative crédible au niveau des financements et au niveau de l'impact pour le développement du pays qu'est le secteur minier. Alors, nous, MPD Congo, on est une société qui est arrivée au Congo en 2007. Et ce qui est important de noter, et je pense que le conseiller Hilaire l'a bien mis en avant, c'est que avant l'avènement du code minier de 2005, il n'y avait plus, ou quasiment plus, de secteur minier industriel au Congo. Je pense que les dernières mines au Congo, c'était les mines de potasse d'Alsace qui ont arrêté leurs activités fin 70, début 80. Bon, pour tout un tas de raisons, dans les années 80, il était très compliqué de faire de la mine au Congo. Et à partir de 2005, et là on voit clairement l'impact positif que peut avoir un code attractif. Ce code, d'ailleurs, a été primé à Londres en 2006 comme un des codes vraiment attractifs pour le secteur. Quand vous voulez développer un tout nouveau secteur, tel que le secteur minier, vous avez énormément de paramètres à prendre en compte. Il y a les paramètres légaux, les paramètres financiers. On est un secteur qui évolue au niveau international. Les produits miniers sont vendus sur des marchés internationaux. Donc on a, nous, tous les jours, en tant qu'opérateur, un œil rivier sur les cours des matières premières, qui est très variable d'une matière première à une autre. Pour vous donner un exemple, on a parlé du fer. Le fer, actuellement, on est autour de 130, 140 $ la tonne. Quand on a nos homologues du cuivre, ils sont autour de 10 000 $ la tonne. Donc les enjeux, les problématiques dans le secteur minier sont variés et variables en fonction des matières premières. Alors, ce code de 2005 a fait venir beaucoup d'opérateurs au Congo à partir des années 2006, 2007, 2008, dont MPD Congo. On a eu plein de nationalités qui sont venues se présenter au Congo et qui ont développé des projets. On avait des Sud-Africains, on a eu des Australiens, on a eu des Suisses, des Chinois, enfin j'en passe, c'est des meilleurs. Donc vraiment, ça prouve
qu'un bon code attire toutes les nationalités. De 2006, 2007 jusqu'à 2014, 2015, les sociétés minières présentes au Congo ont principalement réalisé leur phase d'exploration, ce qui a permis de caractériser les potentiels du pays. Et comme l'a dit M. Elenga, on a caractérisé qu'environ 30 à 40% du potentiel du pays. Donc on peut imaginer que le potentiel est immense. On estime que pour le minerai de fer, on a une capacité de production annuelle de 100 millions de tonnes à terme, ce qui placerait le Congo comme le 3e producteur mondial de minerai de fer. Premier producteur étant l'Australie avec 600 millions de tonnes. Deuxième producteur mondial, 400 millions de tonnes par an, c'est le Brésil. Et 100 millions de tonnes, ça pourrait être la République du Congo. Ça le placerait numéro 1 en Afrique et numéro 3 mondial. On a aussi un énorme potentiel de potasse et phosphate. On a des projets comme Cominco, comme Sintukola, comme Luluan des Mines, qui sont sur la potasse et la phosphate. Et on estime que pour chacun des minerais, on pourrait avoir une production annuelle de 3 à 4 millions de tonnes, ce qui est beaucoup. C'est-à-dire que dans le minerai de fer, la production annuelle, c'est 1,2 milliard de tonnes dans le monde. Dans le potasse, on est beaucoup plus faible volume. Et dans le cuivre, c'est encore plus petit, c'est en milliers de tonnes. Okay, donc ça, il faut bien le mettre en perspective pour que les gens comprennent aussi un petit peu les enjeux qui sont variés en fonction du type de secteur. À partir de 2015, malheureusement, on a eu une chute des matières premières au niveau mondial. Le minerai de fer est passé de 140 à 35 $ la tonne, ce qui a beaucoup handicapé le développement et le passage à la phase de construction des infrastructures. La plupart des sociétés minières cherchent des solutions pour les infrastructures. On sait ce qu'on doit faire. On a fait des études de faisabilité. Je pense que le gouvernement, en la personne de M. Elenga, l'a rappelé. On est tous conscients qu'il y a un besoin de développer les infrastructures de transport, d'évacuation et bien sûr d'énergie pour faire fonctionner toutes ces infrastructures. La difficulté, c'est qu'il faut que ces infrastructures soient développées dans un temps relativement court, à des coûts totalement maîtrisés et aussi qu'elles permettent la rentabilité des projets. Dans le minerai de fer, quand votre produit se vend sur un marché international à 140 $ la tonne, sachant qu'à l'heure actuelle, vous avez à peu près 70-80 $ de coûts maritimes que vous ne pouvez pas éluder, ça veut dire que votre produit, à partir du moment où il est extrait dans la zone de production jusqu'au port, doit vous revenir à moins de 60 $ la tonne. Et c'est un gros défi. Et le défi, il est là. Il est de construire des infrastructures, mais des infrastructures qui vont être phasées, adaptées à la hausse de la production des matières premières, puisque dans les mines, on ne commence pas à produire 10 millions de tonnes demain matin. Monsieur Jean-Claude nous l'a dit, ils ont commencé par une petite production qui a monté progressivement. Le groupe Sapro a fait une production en 2019 et les volumes vont monter aussi au fur et à mesure que les infrastructures seront mises en place. Donc tout ça, c'est les enjeux globaux qu'il faut avoir en tête. Au niveau de l'attractivité du pays, je pense que le fait que les sociétés qui sont arrivées en 2007 et qui sont toujours là en 2022, alors qu'une grande partie de ces sociétés n'a pas démarré la production, donc par conséquent n'a pas de chiffre d'affaires, ne fait pas de bénéfices, donc dépense de l'argent depuis 15 ans. Ça prouve bien la confiance qu'ont les sociétés dans le potentiel congolais. Deuxième chose, au niveau des infrastructures, on voit une évolution. On sent aussi que les cours des matières premières qui ont remonté depuis 2 ans, c'est un impact très positif pour mettre en place ces infrastructures, puisque vous l'avez soulevé tout à l'heure dans le cours de la discussion, ces infrastructures doivent être réalisées en même temps que les mines et le démarrage de la production minière. Ça doit être concomitant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une voie de chemin de fer sans un port, on ne peut pas avoir une voie de chemin de fer sans la mine. Tout ça doit être une chaîne logistique intégrée et doit se réaliser de façon concomitante, intégrée et en synergie. À des coûts, encore une fois, j'insiste là-dessus, qui permettent au projet d'être rentable. Sur le cadre juridique au Congo, on a le code minier, on a les conventions minières. Quelque chose qui est important aussi qu'on n'a pas encore évoqué, c'est le fait que les conventions minières sont non seulement ratifiées par le Parlement, mais elles sont également publiées. Et je pense que le Congo est un des rares pays d'Afrique qui publie ces conventions minières, donc qui travaille dans le sens de la transparence. Et d'ailleurs, le Congo est membre depuis 2012 de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives et est pays conforme depuis 10 ans. Et il y a beaucoup de pays qui ont été suspendus. Le Congo continue à être un pays conforme. Ça veut bien dire qu'il y a un gros travail aussi qui est fait au niveau du gouvernement pour la transparence, pour publier les chiffres, pour attirer des investisseurs. Merci beaucoup, Monsieur Lager. Merci beaucoup aux panélistes.
Je crois que le public a suivi les panélistes. Monsieur Hilaire Elenga, qui a été le premier à débattre, nous a parlé du code d'investissement, il nous a parlé de l'arsenal juridique qui est favorable aux investisseurs étrangers, aux entreprises. Et il a également parlé des difficultés et finalement, tous les panélistes se sont un peu accrochés à ces difficultés-là. Et également, ils ont parlé des avantages parce que certains d'entre eux ont commencé à produire tant bien que mal. Alors, la balle est donc dans le public. On aura peut-être besoin de 2 ou 3 questions pour pouvoir éclairer la lanterne. Oui, monsieur, s'il vous plaît. Oui, monsieur en bleu. Oui, c'est monsieur. Oui, merci. Je suis M. Nkoa pour le compte de Chevron. Oui, votre question s'adresse à quel panéliste? À M. Hilaire Elenga. Ma question consiste à essayer de revenir sur ce que vous avez été comme difficulté tout à l'heure. Si j'ai bien compris, en termes de difficultés, il y en a 2. La première difficulté concerne les infrastructures. Et là, donc, il y a le port minéralier, qui est déjà en train déjà de trouver une solution. Et après, il y a toute la partie transport. Et si j'ai suivi M. Sapro, il a été... Non, c'est monsieur Paul Obambi. C'est monsieur Paul Obambi. Il est le président directeur général de SAPRO. Voilà. Et si j'ai suivi M. Paul Obambi, il est déjà en train de nous faire comprendre que sur la partie transport en ce qui concerne le CFCO, entre Montbello et Mbinda, il y a aussi déjà on va dire, une approche de solution. Ma question, c'est maintenant la partie énergie. Quelle est la stratégie que le gouvernement met en place devant un besoin, on va dire, de 1000 mégas contre une offre nationale de 600, déjà qui va être consommée par le secteur minier? Quelle est la stratégie du gouvernement en s'appuyant effectivement sur le partenariat public-privé pour régler la problématique de l'énergie, autant par rapport aux besoins du secteur minier, mais aussi par rapport aux besoins des autres secteurs? Bon, déjà, ne serait-ce que pour le secteur minier, quelle est la stratégie pour satisfaire les miniers qui ont un besoin de 1000 mégas contre une offre nationale de 600 mégas? C'est ma question. Merci. Je crois qu'il faut répondre au fur et à mesure, comme ça. Merci beaucoup, mais je crois que beaucoup d'entre nous ont dû suivre qu'il y a quelques jours à peine, M. Paul Obambi, ici présent, sous le patronage du ministre de la Coopération internationale, venait de signer avec des partenaires encore un modèle de partenariat public-privé pour la construction des barrages. Président, le nom m'échappe, le nom du barrage. Président, le barrage pour lequel vous avez... Moala et Lioso. Voilà, donc il y a des solutions qui sont en train d'être trouvées progressivement. Il faut aussi savoir que nous avons un code d'électricité qui autorise les sociétés, dans les conditions précises, à pouvoir en produire. Donc, il y a des alternatives, mais ça reste quand même un grand souci. Oui, monsieur. Oui. Mais c'est vous, monsieur. Oui, oui, voilà. Ah, le micro. Bonjour à tous, messieurs les panélistes. Bonjour à l'assistance. Moi, c'est monsieur Maxime Imbeau. J'ai écouté, je dirais religieusement, le représentant du gouvernement sur son exposé concernant les conditions qui sont, on va dire, offertes à des investisseurs potentiels de venir investir dans notre pays, dans le secteur minier. Moi, la question que je me pose, c'est celle de savoir, est-ce qu'il existe dans notre pays des garde-fous, un arsenal juridique pour
encadrer l'activité minière et autres exercées par ces entreprises. Parce que l'actualité récente nous a montré qu'il y a certaines sociétés, on ne citera pas ici l'origine, qui se comportent vraiment comme des voyous en détruisant notre environnement, en polluant les eaux, alors que ces sources de vie de nos populations ont toute impunité. J'en sais quelque chose, mais je pourrais vous donner un peu plus de détails. Est-ce qu'il existe une loi ou un cadre qui permet d'encadrer l'activité de ces entreprises? Nous avons besoin de ces entreprises, c'est clair, pour nous développer, mais ce développement ne peut pas se faire sans les populations. Et ce que nous avons vu récemment est très désolant. Alors, la question, c'est celle-là. Est-ce qu'il existe vraiment un cadre juridique pour encadrer ça? Deuxième question, ça c'est une curiosité personnelle. Sous d'autres cieux, j'ai entendu M. Paul Obambi dire que les jugements ont un grand potentiel. C'est quelque chose qu'on entend qui devrait normalement susciter de l'engouement de la part des partenaires pour venir investir leur argent parce qu'il y a un retour sur investissement qui serait garanti. L'exploitation ou l'exportation de ces productions ne peut pas se faire sans infrastructure. Donc, logiquement, si ces jugements étaient très rentables, ça ne devrait pas poser un problème à nos partenaires, créer des partenariats pour construire ne fût-ce qu'un petit tronçon de route ou refaire cette voie ferrée que nous avons héritée de la colonisation, que depuis très longtemps, on n'a même pas pu construire nous-mêmes. Est-ce qu'il y a un problème? Quel est le problème qui fait que les investisseurs ne sont pas attirés par ces découvertes-là pour mettre leur argent, ne fût-ce que pour construire les routes, parce que l'État n'y arrive pas? Merci. Merci beaucoup. Alors, tout à l'heure, je ne suis pas rentré dans les détails de mon exposé. Je tiens quand même à dire qu'actuellement, en termes de société minière, la seule société en production, en termes d'industrie minière, c'est la société Soremi. Et pour qu'une société entre en production dans notre pays, les textes prévoient que l'étude d'impact environnemental et social soit réalisée. Cette étude est validée par le ministère en charge de l'environnement, qui donne un quitus sans lequel une société ne peut pas commencer les activités de production. Mais à côté de ça, il y a ce que l'on appelle la petite mine, en particulier les gens qui travaillent dans l'or principalement, qui sont de petits artisans généralement, et donc pour lesquels le code minier ne prévoit pas forcément une étude d'impact environnemental et social, parce qu'une étude, ça coûte pour les petites, enfin en moyenne, 100 millions, 50 millions peut-être. Une étude d'impact pour un permis de faire, par exemple, ça peut aller jusqu'à 100 millions. Donc les petites activités ne sont pas soumises à cette contrainte. Et c'est surtout, je pense, à quoi vous faites allusion, parce que je sache aujourd'hui, aucune étude sérieuse n'a été menée sur le site de Soremi pour montrer que les eaux des rivières environnantes ont été polluées. Aucune étude sérieuse n'a montré que l'air est pollué. Aucune étude sérieuse n'a montré qu'une maladie quelconque s'est développée au sein des populations. Donc il y a un peu cette spéculation qui concerne les petits permis d'or qui des fois, avec une machine évidemment, arrivent à causer des dommages. Mais je crois que le ministère en charge de l'environnement est en train d'encadrer aussi cette activité. C'est une activité, l'activité minière est une activité transversale. Une fois que le ministère de l'Environnement a donné son quitus, eh bien, c'est au ministère en charge de l'environnement, en principe, de veiller à ce que ces critères soient respectés. Et M. Jean-Claude a dit tout à l'heure que pour les gisements qui sont épuisés au niveau de Soremi, les travaux de réhabilitation des sites ont commencé. Donc, l'activité est vraiment encadrée au niveau environnemental. Mais évidemment, il y a ces petits producteurs, souvent qui n'ont pas les moyens de refaire les sites après exploitation.
Bon, en ce qui concerne les infrastructures, oui, évidemment, nous avons compris après les difficultés que les sociétés ont rencontrées, dans l'attribution des nouveaux gisements de la partie nord-ouest du pays, nous avons inclus la clause que c'est la société qui sera en charge de la construction des infrastructures. Donc je pense qu'au début, l'introduction d'une telle clause dans le code minier ou dans les conventions allait être dissuasive, parce que ce n'est pas aux sociétés, en arrivant, de construire vos routes. Ils peuvent faire des routes de dégagement, ça c'est clair, mais ce n'est pas aux sociétés de faire la route Brazzaville-Ouesso, Brazzaville-Pointe-Noire. Donc, ils ont des routes qui permettent l'exploitation de se dérouler dans les bonnes conditions. Ça, c'est à la charge des sociétés. Mais il faut savoir que si c'est une société qui s'engage à construire une infrastructure qui appartiendrait à l'État, cela constituerait une immobilisation. Donc, la société serait obligée de tenir compte dans son investissement. Donc, ce qui réduirait ou repousserait aussi la part de l'État. Donc, ce sont tous ces mécanismes-là qu'il faut étudier. C'est pour ça que l'État s'était engagé à l'époque, même à construire le port minéralier, parce que les sociétés minières avaient complètement mis le projet sur la table du gouvernement et les sociétés minières étaient prêtes à financer. D'ailleurs, le site en eau profonde a été mis en évidence par la société MPD. Le site où sera construit le nouveau port minéralier a été mis en évidence par MPD. Donc, il y a là peut-être une nouvelle dimension qu'il faut prendre en compte, mais mettre ce genre d'action à la charge des sociétés peut être dissuasive, sauf si, comme la société SAPRO s'est engagée, à construire son chemin de fer parce qu'il estime que le chemin de fer actuel a un écartement qui est faible et qui ne permettra pas de faire passer un tonnage important par rapport aux normes actuelles. Et ça, c'est la société qui prend l'engagement de faire cela. Mais lorsque l'État demande à une société de faire pour son compte, il faut savoir que c'est une immobilisation. Je pense que mes partenaires peuvent me compléter dans cette réponse. Donc, merci beaucoup. On va prendre une dernière question. Oui, monsieur. Le micro de l'autre côté. Bonjour. Merci à tous les panélistes et aux modérateurs. Je suis M. Crépin Gimbi, directeur général de la société Infracom Congo. Je remercie M. Obambi pour l'état de lieu de ce secteur. En me servant de son état de lieu, ça m'a permis de comprendre quelles sont les potentialités que nous avons dans ce secteur. En m'inspirant de ces tableaux, j'aimerais tout de suite revenir vers le représentant du gouvernement et du ministre des Mines en particulier. Après avoir fait une petite analyse de la présentation sommaire de ce tableau, je ne vois pas où est la place et la stratégie de l'État en ce qui concerne le capital humain en termes de ressources dans ce secteur. Secteur très sensible, secteur qui peut amener le Congo à occuper une place de choix dans les mines. La petite expérience quand j'étais dans un projet de fibre à Mayoko démontre aussi que ce secteur a besoin des ressources très spécialisées. Est-ce qu'il y a une adéquation entre ce tableau présenté par M. Obambi, qui est un très bon tableau, surtout que nous parlons de la diversification de nos économies, quelle est la place que l'État a mise en place d'un point de vue de la stratégie pour le développement des capacités en ressources humaines, des métiers très sensibles dans ce secteur, et pour pousser au local content. C'est bien tout ça, mais si les jeunes qui font la faculté des sciences, qui font géologie,
ne sont pas orientés vers les métiers des mines, alors que le besoin présenté est si énorme. J'aimerais savoir, auprès du représentant du ministre, est-ce qu'il y a un plan qui dit, voici le tableau présenté par M. Obambi, dans 10 ans, on a X milliards, dans 10 ans, on aura combien des ingénieurs qualifiés dans ces secteurs sensibles? Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous faites bien de poser cette question parce que, tel que j'ai été présenté, vous avez tous compris que je suis d'abord un formateur. Et donc, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Mais comme vous le savez, le fait qu'il y ait eu pendant des années, le fait qu'il n'y ait pas eu d'activité minière dans notre pays, il était difficile de mettre en place une école des mines. Parce que qu'est-ce que devions-nous faire de ces jeunes qui seraient formés? Donc, c'était difficile de mettre en place une école des mines à l'époque. Nous, ce qu'on a fait pour pallier à cette difficulté, c'est qu'en attendant que le ministère en charge de la formation, ce problème a été évoqué hier, en attendant que le ministère en charge de la formation technique et professionnelle mette en place une école pour les métiers de la mine, je crois que le projet est même en gestation du côté de la Sangha, nous avons inscrit dans les conventions des dispositions qui font qu'il y ait une formation sur le tard, de façon à ce que progressivement, sur certains postes accessibles, on puisse remplacer progressivement les nationaux par les expatriés par les nationaux. Donc pour l'instant, cette formation se fait au niveau de l'entreprise. Monsieur Jean-Claude ici peut vous dire que depuis que Soremi est installé, beaucoup de Congolais ont trouvé une qualification formée sur le site de Soremi. Et je le sais parce que je suis souvent allé avec les étudiants là-bas faire des échantillons, traiter des échantillons dans les laboratoires de Soremi et également des ouvriers dans différents métiers qui ont eu vraiment des qualifications qui sont appréciées. Je sais que je vais peut-être dévoiler ce qui n'est pas un secret, mais M. Paul Obambi, qui est très conscient également de cette situation, m'a chargé de lui présenter une étude pour la mise en place d'une école de formation en métier de la mine, une école qui devait avoir une vocation quasiment sous-régionale. Donc, ce sont des choses auxquelles on pense, mais il s'agit d'un domaine très spécifique, parce que vous savez qu'une société minière va utiliser un certain nombre de géologues pendant une certaine phase, et puis quand la phase de recherche est terminée, souvent, les géologues, ils ne restent pas tous sur le site. Donc, c'est très spécifique comme activité. Donc, il faut tabler très juste pour ne pas non plus former des centaines de jeunes qui vont se retrouver dans la rue avec une formation. Donc, ce sont des choses qu'il faut regarder spécifiquement dans les polymétaux. Ils ont besoin peut-être de chimistes, dans le fer, ils ont besoin de quel type de métier. Donc, ce sont des choses auxquelles on pense. Mais, comme vous le savez, nous travaillons dans le cadre de la formation, tous les départements travaillent dans le cadre de la formation professionnelle avec le ministère en charge de l'enseignement technique et professionnel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs les panélistes. Merci beaucoup au public. Je voudrais donc, pour conclure, boucler la boucle, demander à chacun de vous de faire une conclusion de quelques secondes, en commençant par M. Hilaire Eleng. Merci beaucoup, monsieur le panéliste. Je crois que par rapport à la problématique qui nous réunit ici, vous avez pu être informé que le gouvernement de notre pays a mis en place une législation qui est véritablement favorable au développement de l'activité minière dans notre pays. Toutefois, il a été dit encore ici que pour prétendre toucher les fruits de cette activité,
nous devons donc trouver des solutions aux différents goulots d'étranglement que nous avons évoqués ici, donc principalement les problèmes de transport et d'évacuation du minerai, les problèmes d'énergie, les problèmes de formation. En réalité, j'en avais parlé ici, j'avais prévu en parler. Donc, tous ces éléments doivent être traités de façon rigoureuse pour que tout ce qui est dans le sous-sol aujourd'hui, qui ne fait pas encore notre richesse, mais on dit notre sous-sol est riche, mais ce n'est pas le pays qui est riche en tant que tel. Donc, pour que toute cette richesse qui est sous notre sous-sol, que cette richesse demain serve aux Congolais et aux Congolaises. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Paul Obambi. Oui, merci, monsieur le modérateur. Le petit mot de conclusion consiste à dire que le secteur minier nous concerne tous. Il concerne l'éducation, il concerne l'environnement, il concerne la santé, il concerne le secteur de la sécurité, il concerne le secteur de la défense. Tous les secteurs sont concernés par le secteur minier. Et je souhaite qu'au cours de ce forum, ou dans un des ateliers à l'issue de ce forum, nous puissions, dans un cadre purement macroéconomique, nous concerter avec le gouvernement pour que nous puissions aligner nos projets et que nous puissions avoir la suite des capacités du gouvernement et aussi du secteur privé à pouvoir accompagner les différents projets. Sinon, les Congolais, comme pour le pétrole, seront spectateurs, payés, mais ne vont pas participer au développement du secteur de la mine solide. Je vous remercie. Monsieur Jean-Claude Bassonama Mwanda. Merci bien. J'aimerais juste clôturer par le fait que le secteur minier, en particulier celui des polymétaux, est resté très attractif et qu'il serait bien que les investisseurs puissent s'y engager. Pour les polymétaux, par exemple, le fait que les localités dans lesquelles ils se retrouvent bénéficient de certaines infrastructures déjà construites par l'État, notamment la route nationale, la voie ferrée, puisque ces polymétaux sont beaucoup plus rencontrés à Mindouli, dans l'Oupoul, avec un passamine, et dans la Bouenza, ça paraît visiblement comme un avantage dont peuvent se saisir les investisseurs pour pouvoir s'engager dans ce secteur. Voilà ce sur quoi je vais clore mon propos. Merci beaucoup, Monsieur Lager Florent. En termes de conclusion, le vœu, c'est que tous les projets qui ont démarré depuis 15 ans au Congo arrivent en production, que les investisseurs, bien entendu, récupèrent les montants qu'ils ont déjà investis, que la République du Congo bénéficie à la fois au niveau des taxes, mais aussi ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon minier, la part gouvernementale, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que dans les mines, ce qui est important pour l'État, évidemment, il y a la partie fiscale, il y a la partie des 10% qui appartiennent à l'État, mais il y a aussi tout le reste, c'est-à-dire le développement d'infrastructures, désenclavement de zones minières, tous les programmes que font les sociétés minières dans les zones en termes de développement communautaire, d'installation d'hôpitaux, de centres de santé, d'écoles, d'éducation, de création de routes, d'aéroports, de désenclavement, qu'à la fin, on gagne tous dans ce secteur. L'État, les investisseurs et les populations. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Je remercie donc le ministère de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé. Je remercie le public et également les panélistes que j'invite donc de quitter le podium en commençant par M. Hilaire Elenga, suivi bien sûr de M. Paul Obambi, de M. Bassonama et de M. Florent Lager. Merci beaucoup. Merci, on peut les applaudir. Merci.